Bien, si vous voulez bien, nous allons reprendre. Nous venons de voir l'immolation ritualisée de jeunes gens nourrit plusieurs tragédies, et encore, j'ai fait un choix. Et donc, adoptant les codes du sacrifice de type Tucia ou ceux des libations aux divinités liées à la mort ou aux morts eux-mêmes, les intrigues ainsi construites détournent en fait ces rituels au profit d'une interrogation sur les limites du comportement humain d'un point de vue moral, social, religieux, même si je dirais que dans le monde que nous étudions ici, évidemment, le moral, le social et le religieux sont profondément imbriqués l'un dans l'autre. On avait vu d'ailleurs à propos des bouffonies, avant la trêve pascale, on avait vu à propos des bouffonies, le processus rituel est en fait à même de prendre en charge la mise à mort d'un animal domestique proche des hommes, susceptible de créer un malaise. On avait vu qu'on ne pouvait pas, même si les bouffonies sont un rituel à bien des égards exceptionnel, ils témoignent malgré tout de cette ambivalence de la mise à mort d'un animal domestique. Il ne s'agit pas d'une culpabilité, comme on a pu le dire, ou d'une sorte de stratégie d'occultation de cette angoisse face à la mort de l'animal, mais néanmoins, je pense que le cas des bouffonies montre qu'on ne peut pas totalement évacuer cette dimension du malaise. J'y reviendrai en conclusion. Alors évidemment, quand il s'agit de substituer un être humain à l'animal attendu, le processus se relève a fortiori de la démesure, de l'anomie, anomos, comme on l'a vu tout à l'heure. Situé dans le temps révolu mais familier des héros, c'est la puissance aussi de la tragédie qui se projette dans un passé, le sacrifice humain ne parle pas vraiment du sacrifice en tant que dispositif social dans l'Athènes classique. Il confirme en revanche son statut d'artefact culturel puissant. Vous vous souvenez qu'au début du cours, quand j'ai donné quelques définitions, j'avais parlé de cette notion de rituel qui faisait du sacrifice à la fois un dispositif social et un artefact culturel. Je pense que dans le cas du sacrifice humain, on n'est pas dans la logique du dispositif social, mais bien dans celle de l'artefact culturel puissant. Quand il s'agit de sacrifice animal, et ce sera le point de la présente leçon, c'est à la fois le statut d'artefact culturel et de dispositif social qui est mobilisé au sein de certaines des intrigues tragiques. Et ce sont donc ces rituels qui vont m'occuper en 3 temps, associés chacun à une tragédie distincte. Là aussi, j'ai dû faire des choix. Je reviens à l'Agamemnon d'Échille, qui est absolument extraordinaire dès qu'on parle de sacrifice, l'Électre d'Euripide et l'Antigone de Sophocle. Alors bon, j'ai inversé chronologiquement l'Électre d'Euripide et l'Antigone de Sophocle pour des questions problématiques, mais évidemment, l'Électre d'Euripide est plus récente que l'Antigone de Sophocle. Et donc, l'Agamemnon d'Échille. Je l'ai dit tout à l'heure, dès le début de l'Agamemnon, le chœur évoque le sacrifice d'Iphigénie, mais avant ce retour en arrière du chœur, il interroge la reine Clytemnestre sur les nombreux autels qui fument partout et les sacrifices qu'elle a fait accomplir à l'annonce du retour de son époux. Et le chœur interroge la reine, je lis avec vous les vers 85-91, « Quel message te persuade de demander alentour qu'on observe les offrandes ? Tous les dieux qui la ville ont en pas, ceux d'en haut, ceux du sol, ceux des portes, ceux des places. Leurs autels de tes dons flambent. » La référence à ces sacrifices revient plusieurs fois dans la tragédie et l'auditoire, parce qu'il ne faut jamais oublier, je n'ai peut-être pas insisté suffisamment à la leçon précédente sur ce point, évidemment, l'auditoire a son référentiel qui est activé quand il voit ce qui se passe sur la scène tragique ou qu'il entend ce qui est énoncé sur la scène tragique. Et donc,
L'auditoire sait que ce sont les offrandes d'action de grâce dont la reine habille ses intentions meurtrières. Au sein du palais où Agamemnon et Cassandre sont arrivés, sur leur chariot, un sacrifice du même type, mais à visée domestique cette fois, se prépare, et Clytemnestre annonce à Cassandre que ce sacrifice va avoir lieu. Elle l'exhorte à venir s'y joindre. Et elle lui dit « Entre toi aussi, n'entends-tu pas, Cassandre ? Puisque Zeus a établi que sans colère dans ce palais tu eusses avec nous part à l'eau lustrale, debout au milieu de beaucoup d'esclaves, puisqu'évidemment Cassandre est désormais une esclave comme Polyxène l'était tout à l'heure, donc debout au milieu de beaucoup d'esclaves, près de l'autel du Ctésios, va, descend de ce char et ne fait plus la fière. Puis, bon, il y a un moment d'échange, et puis finalement Clytemnestre dit « Bon, je n'ai pas le loisir de perdre mon temps ici à la porte, car au foyer central, l'expression est exceptionnelle, estia mesomphalos, l'homme phalos de la maison, le nombril de la maison, le cœur de la maison. Car au foyer central, les bêtes se tiennent déjà pour les égorgements du feu. » Alors là, il y a une correction. Je vous passe le détail, je me suis fondée sur les commentaires de Pierre-Judet de la Combienne. Un problème dans la transmission des manuscrits, donc les égorgements du feu, ce n'est pas entièrement clair, mais je n'ai pas le temps de m'appesantir sur ce point. Alors, nous sommes face à un sacrifice qui va avoir lieu pour le Ctésios. Le Zeus Ctésios, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, c'est le dieu de l'acquisition et du patrimoine. Donc le maître revient chez lui, un sacrifice à un Zeus domestique est préparé pour l'accueillir, celui des richesses du foyer. Et la captive, Cassandre, fera désormais partie du patrimoine de la maisonnée. Il y a un jeu aussi sur cette idée que les esclaves font aussi partie du patrimoine. C'est ce que signifie le partage de l'eau lustrale, qui marque par la référence sacrificielle un processus d'intégration dans une communauté, qu'elle soit domestique ou autre. Quand on parle, par exemple, de partager l'eau lustrale, la kernips, d'une tribu, d'une association, c'est vraiment un rituel d'intégration. Et donc, on voit bien ici que ce sur quoi joue l'auteur tragique, donc Échille en l'occurrence, c'est le dispositif social du sacrifice. Mais l'annonce de ce sacrifice au Ctésios est directement suivie des prophéties de Cassandre sur le meurtre d'Agamemnon, venant s'ajouter aux horreurs des générations précédentes. Je les ai rappelées, avec la mendication des enfants de Thyeste, offerts en repas à leur père par Atrée, puis l'histoire de Pélops, enfin toutes ces horreurs auxquelles Cassandre, dans son délire, fait référence. Et voici l'échange entre Cassandre et le Coryphée. Hélas, hélas, le Coryphée, pourquoi c'est hélas, à moins que tu n'aies des pensées d'horreur. Et Cassandre, la maison souffle le meurtre et des gouttes de sang. Comment cette odeur, ce sont les offrandes qui fument sur le foyer. Et donc vous voyez la référence au tumatone. Semblable vapeur paraît venir comme du sépulcre. Et alors le Coryphée précise, ce n'est point parfum de Syrie dans le palais, ce que tu dis, c'est-à-dire tu ne parles pas d'encens, manifestement. Eh bien, j'irai aussi chez les morts, hurlant mon cri sur mon sort et sur celui d'Agamemnon, assez de la vie. Le meurtre du roi, c'est en fait, puisque c'est évidemment de cela qu'il s'agit, le meurtre d'Agamemnon s'est substitué au sacrifice au Zeus Ctésios, et le dialogue entre Cassandre et le chœur met cette substitution en parole. Puis c'est Clytemnestre qui arrive en scène, quelques vers plus tard. Elle décrit ce qu'elle a accompli. Elle énumère les 3 coups portés à son époux, dont le 3e est interprété par elle comme une offrande au Zeus sauveur des morts. Donc en 3e, je le lui donne. Un 3e, je le lui donne, qu'au Dieu souterrain, au Zeus sauveur des morts, je voue en action de grâce. Et puis, bon, il y a quelques vers qui se passent. Elle parle d'un égorgement de sang et vous retrouvez le registre du Sphadzei. Comme l'échange précédent, la libation de sang dont il s'agit ici est le détournement qui est d'une référence bien connue de l'auditoire.
en fait, lors des banquets, la troisième libation de vin, alors coupée d'eau, était destinée précisément à Zeus Soter. Si vous aviez suivi mes cours sur l'agathos daimon, j'avais eu l'occasion d'en parler à cette occasion. Et donc, au Zeus météorologique dont l'eau adoucit la puissance du liquide de Dionysos, puisque cette troisième libation est du vin coupé, s'est substitué, en fait, le roi des enfers, le Zeus Kataktonios, même si ce n'est pas comme ça qu'il est appelé, mais il est, vous voyez, le dios nécrone, celui des morts. Et il est Soter. Donc il y a un jeu sur ce référent à la troisième libation des banquets. Et en fait, toute cette ambiguïté autour de la figure de Zeus avait été activée dès l'entrée d'Agamemnon dans le palais. Il a foulé, vous voyez cette image où il foule le tapis de pourpre que sa femme a déroulé sous ses pieds, même s'il a un petit peu résisté, finalement il accepte de marcher sur cette étoffe précieuse. Et au moment où Clytemnestre va le suivre, donc il est déjà entré dans le palais, elle invoque Zeus après avoir disserté sur le retour de son époux. Et ce passage est absolument fascinant. Et là encore, il faut vraiment regarder le grec parce que sinon on ne comprend pas. Donc, que dit-elle? L'homme accompli, aner teleios, ayant fait retour en sa demeure, Zeus teleios, accompli, telein, donc le verbe qui correspond à l'adjectif teleios, mes prières, prends soin de ces choses que tu dois accomplir, à nouveau telein. Alors, les effets du lexique de l'accomplissement, dont vous voyez qu'il sature véritablement ces trois vers, les effets du lexique donc, ont été beaucoup discutés en deux lignées interprétatives. La première voit dans teleios, donc qui signifie accompli ou celui qui accomplit. Donc certains ont vu dans cet usage une évocation du registre de la souveraineté qui est celle d'Agamemnon en tant que roi, et celle de Zeus en tant que dieu qui accomplit. La seconde voie, à laquelle je souscris davantage, et que j'élabore même davantage, décèle dans les paroles de Clytemnestre une sinistre référence au meurtre d'un époux. Pourquoi? C'est peut-être des choses qui reviennent dans votre mémoire, parce que j'en ai déjà parlé. L'épiclèse teleios, qui est ici attribué à Zeus, peut effectivement signifier celui qui accomplit, pas de problème. Mais pour un auditoire athénien, parce que je vous dis toujours, la réception de ces performances tragiques par le public est évidemment à prendre en compte dans l'analyse. Pour un auditoire athénien, cette épiclèse pointe aussi vers le couple que forme Zeus teleios avec Héra teleia, en tant que couple divin par excellence. Clytemnestre invoque certes le dieu qui accomplit les prières, bien sûr, c'est aussi dans la référence, mais Zeus sous ce nom est aussi le dieu protecteur par excellence du mariage légal. Et je vous ai parlé, quand on a évoqué la chorotrophie d'Hécate dans la Théogonie, je vous avais mis sous les yeux une partie du remarquable document qu'est le calendrier sacrificiel d'Herkia, où le couple est honoré. Alors, on le voit ici, vous voyez, alors c'est dans le sanctuaire d'Héra, alors elle n'est pas qualifiée ici, mais elle est, vous voyez, le couple est présent, et Zeus teleios est honoré dans le sanctuaire d'Héra à Herkia, en Gamélion, qui est le mois du mariage. Donc on voit bien que tout ça va dans le même sens. Au mois des mariages, donc le couple est honoré à Herkia, et Zeus est explicitement teleios. Donc, même si Héra n'est pas effectivement présente dans les vers de l'Agamemnon, l'aner teleios est Agamemnon, non pas en tant que souverain, mais en tant qu'époux, bientôt immolé par son épouse. Et j'irai même plus loin. Parce que dans ces calendriers sacrificiels, alors pas dans celui d'Herkia, il n'y a pas d'occurrence, mais dans plusieurs calendriers sacrificiels athéniens, quand il s'agit d'offrir un animal adulte à une divinité, cet animal est téléon, c'est-à-dire accompli. Et je vous donne un exemple, pas pour que vous le lisiez, mais pour que vous voyez tout ce qui est en bleu,
C'est une référence donc, dans le calendrier de Torikos qui date de la fin du 5e ou du début du 4e siècle, donc on est à la période, enfin pas tout à fait d'Échille, mais on est, je dirais, à l'époque classique, et il y a d'autres exemples plus anciens, mais vous voyez la récurrence de cette expression téléon. Ça veut dire que dans la manière dont un public athénien reçoit cet adjectif, il y a aussi, à mon sens, cette référence à un animal sacrificiel adulte. Et donc, ça double évidemment la référence à l'aner téléos. Le double entendre, si vous voulez, voire le triple entendre, me paraît dès lors poindre à plusieurs niveaux dans les propos de la reine. Un aner téléon peut faire référence au téléos, peut faire référence à l'époux, mais aussi au hiereion téléon, à savoir l'animal sacrificiel adulte. Je referme cette comparaison. Donc, au sacrifice de la maisonnée pour Zeus Ctésios, s'est substituée la mise à mort de l'aner téléos sous l'égide de Zeus téléos invoqué par Clytemnestre, avec une libation de sang à Zeus Soter, qui est le dieu des morts, qui est interprété comme le dieu des morts. Donc vous voyez qu'ici le détournement du dispositif sacrificiel est maximal, et ce jeu sinistre en montre toute la puissance d'évocation pour le public du théâtre de Dionysos. Et les prophéties de Cassandre vont dans le même sens. Quand elle annonce ce qu'il adviendra d'elle une fois qu'elle aura franchi le seuil du palais, elle reprend en fait aussi une métaphore, enfin plus qu'une métaphore, sacrificielle. Que dit-elle ? Et maintenant, le devin qui m'a fait prophétesse, donc Apollon, m'a amené à ce destin mortel, au lieu d'un autel ancestral, et là vous voyez la référence à un bomos patroos, donc le bomos des pères, un biomatant empourpré du sang chaud de mon égorgement, et vous retrouvez prosphagma, qui est exactement le même mot que l'on avait dans les cubes d'Euripide pour la demande d'Achille de recevoir le sang de Polyxène. Qu'est-ce que ce bomos patroos ? Alors, la plupart tous même, pas tous ceux que j'ai pu voir, donc je ne peux pas généraliser au maximum, mais de très nombreux interprètes du passage et traducteurs y voient un autel du palais de Priam, c'est-à-dire autel patroos de Cassandre, c'est-à-dire un autel ancestral pour elle. Je vous avoue que je ne vois pas quel sens cela donne dans un tel passage. En revanche, l'autel de Zeus Ctésios, puisqu'on est dans ce contexte, Cassandre va entrer dans le palais et être à son tour mise à mort dans le cadre de ce prétendu sacrifice au Zeus Ctésios. Or, comme l'a bien montré Pierre Brulé dans un article qui s'appelle « La parenté selon Zeus », le Ctésios, à Athènes précisément, a aussi une dimension parentale dans le cadre domestique. Et donc je pense qu'on a ici aussi un glissement subtil pour le public athénien de l'Agamemnon d'Échille, qui pointe vers cet autel ancestral de la famille, celui du Ctésios, de son patrimoine. Donc au lieu de cela, c'est un bio qui l'attend, c'est-à-dire la mise à mort. Et je pense que ces glissements devaient être perceptibles aux oreilles des Athéniens. Donc vous voyez à quel point tout ce dispositif est saturé pour dire autre chose. Alors, comme on l'a vu lors de la leçon précédente, le sacrifice d'Iphigénie tel que l'Agamemnon le met en scène est un sacrifice humain, une thusia d'une jeune femme, à savoir la perversion maximale de l'artefact culturel qu'est l'offrande aux dieux, tel qu'Hésiode en a fait la conséquence de la crise prométhéenne. Quant au sacrifice d'animaux qu'évoquent les vers tragiques, comme dans le cas des premiers sacrifices de Clytemnestre au retour d'Agamemnon, mais aussi le sacrifice annoncé au Zeus Ctésios, ce sont autant de dispositifs sociaux aisément reconnaissables sous la forme d'actions de grâce, on l'a vu à propos de Clytemnestre,
ou de sacrifice de la maisonnée autour du Zeus Ctésios. Mais là encore, la perversion du processus est la clé de leur place dans l'intrigue. La saturation des autels de tous les dieux de la cité par les offrandes de Clytemnestre est en fait inversement proportionnelle à la sincérité de la démarche de la reine qui va tuer son époux. Quant au sacrifice de bienvenue au roi et d'intégration de Cassandre à la maisonnée via l'autel ancestral de Zeus Ctésios, il se transforme en double meurtre et c'est finalement le Zeus infernal qui reçoit l'offrande. Donc, premier point, l'Agamemnon d'Échille et ce jeu sur des... Enfin, ce jeu littéraire, non, performatif, sur des sacrifices en tant que dispositif social. Deuxième point que j'avais annoncé, l'électre d'Euripide. Avec l'électre d'Euripide, évidemment, nous restons dans la famille des Atrides, mais à un stade plus avancé des malheurs qui la frappent. Agamemnon a été assassiné, Clytemnestre règne désormais sur l'Argolide en compagnie d'Égiste, le cousin germain de son époux et dont elle a fait son amant. Son complice est son amant, puisque chez Euripide, c'est Égiste qui a tué Agamemnon, à l'instigation de Clytemnestre. Oreste, le fils d'Agamemnon et de Clytemnestre, a été enlevé par un serviteur dévoué et confié à un oncle en Phocide. Et Électre, une des filles du couple, a été mariée à un homme de bonne naissance mais pauvre. Elle habite avec lui dans la campagne argienne, tout en espérant le retour de son frère pour consommer sa vengeance. Et donc, quand Oreste et son ami Pylade arrivent dans la région, le premier objectif est de rejoindre la tombe d'Agamemnon, où le fils va couper une boucle de ses cheveux en offrande et faire couler sur les bûchers le sang d'un mouton immolé. Et vous voyez qu'ici, vous avez le registre du phonos qui anticipe, évidemment, ce qui va se passer. Quand le frère et la sœur se reconnaissent, ils méditent le meurtre d'Égiste et de Clytemnestre. Or, Égiste est justement aux marges du territoire, à la campagne, probablement dans sa maison de famille, en train de préparer une fête pour les nymphes. Et on l'apprend lorsque un des interlocuteurs d'Oreste, un vieil homme, le lui dit, qu'il a vu Égiste, qui préparait une fête pour les nymphes, semble-t-il. Ah, dit Oreste. Et il interroge sur l'occasion qui peut amener Égiste à faire un sacrifice aux nymphes. Et donc il dit, pour le soin des enfants ou en vue d'une naissance. Et vous retrouvez ici, vous voyez, Trophia, comme on avait dans Kourotrophia, quand on a parlé des 4 Kourotrophos dont je vous ai montré encore le calendrier d'Herkia tout à l'heure. Donc, pour le soin des enfants ou en vue d'une naissance. Je ne sais pas, dit l'homme, sauf une chose, il s'apprête à immoler un bovin. Et vous avez Bousphagane. Donc, il n'a pas choisi Boututaine ici, il a choisi Bousphagane. Et donc, ils échangent une série de considérations sur lesquelles je ne suis pas si, sinon c'eût été trop long. Et puis, finalement, le vieil homme demande à Électre s'il doit guider Oreste et Pylade, là où Égiste offre un sacrifice aux dieux. Et là, on a le registre de la Tucia qui est mobilisée, Tuepolei Theois. Oreste et Pylade, donc quelques serviteurs, s'en vont vers le lieu du sacrifice et sur la scène même, qui est toujours centrée sur la maison, la pauvre maison d'Électre, des cris finissent par retentir jusqu'au lieu donc, où se trouve Électre et le chœur, et un messager arrive pour en rendre compte, annonçant triomphalement la mort d'Égiste et la victoire d'Oreste. Donc c'est encore une fois un récit qui va amener sur scène la référence à un sacrifice. Et il va rendre compte de l'épisode par le menu. Donc il explique, Oreste et ses compagnons sont arrivés près de l'endroit où Égiste cueillait du myrte pour couronner son front, puisque quand on célèbre les dieux, on se couronne de végétaux. Il est donc dans les jardins bien irrigués de sa propriété, aux marges du territoire. Et le maître de maison les voit et s'informe de leur identité.
Et donc, ils vont s'inventer une identité thessalienne, ils sont thessaliens, et ils se dirigent vers l'Alphée pour sacrifier Thuein à Zeus Olympios. Donc, c'est le mensonge qu'ils forgent pour expliquer leur présence en ces lieux. Alors, Hégiste les invite à partager leur repas, puisqu'il est sur le point d'immoler un bovin aux nymphes. Et donc là, lui va utiliser l'expression boututein. Il leur propose de se baigner, de prendre un bain pour être en condition rituellement pure et se tenir à l'autel près de l'eau lustrale. Donc vous voyez à nouveau cette référence au bomos et à la kernips, que l'on avait aussi pour le ctésios et qu'on a vu chez Homère de façon récurrente. Oreste va dire inventer un bain purificateur tout juste pris dans une rivière, pour accélérer les choses, et il accepte l'invitation qui est faite en précisant s'il est opportun pour des étrangers que des étrangers sacrifient en compagnie de citoyens. Et donc vous avez ce verbe sun tuein, sacrifier avec, sacrifier avec. Je vais y revenir. Mais bon, le cadre apparemment domestique de l'opération permet au maître de maison, au maître de cérémonie, d'inviter qui il veut, puisque certains sacrifices officiels, publics, effectivement, on le sait, et les Athéniens qui écoutaient la pièce le savaient pertinemment bien, étaient fermés aux étrangers. Tout le monde commence alors à s'activer, et là, le texte est un peu long, mais c'est important qu'on le lise dans sa totalité. Donc, lisons. Et c'est pas fini, il y a la suite. Mais c'est vraiment important. Alors, donc, tout le monde s'active pour que ce rituel soit accompli. Donc, les uns apportaient le bassin où doit couler le sang, le sphageion. D'autres levaient des corbeilles, cana. Donc, le canoun, on l'a vu plusieurs fois aussi. D'autres allumaient le feu et autour du foyer, ils dressaient des chaudrons. Ce n'était que vacarme dans toute la maison. Mais prenant des grains d'orge, l'amant de Tamer, n'oubliez pas que c'est un récit qui est fait à Oreste et à Électre. Non, pardon, un récit qui est fait à Électre. Prenant des grains d'orge, l'amant de Tamer les répand sur les autels en prononçant ces mots. Alors là, je n'ai pas remis toute la prière, parce que sinon c'eût été encore plus long. S'ensuit donc une prière aux nymphes en faveur de Clytemnestre et de lui. Il dit, bon voilà, que nous continuions à être dans la situation où nous sommes pour le moment, et contre les ennemis. Et Oreste, dit le poète, prie à voix basse pour retrouver le palais de ses pères. Alors Hégiste prend dans la corbeille le couteau droit. Vous voyez, c'est la sphagis. Voilà, la sphagis. Il prend le couteau droit, coupe les poils du jeune bovin de sa main droite, les place sur le feu pur. Puis il égorge le jeune bovin, que de leurs mains les serviteurs ont soulevé sur leurs épaules. Il dit alors à ton frère, donc Hégiste parle à Oreste, un talent dont on fait honneur aux Thessaliens, puisque c'est ce qu'ils ont inventé comme identité, et leur habileté à dépecer un taureau et à dresser les chevaux. Prends ce fer, étranger, fais voir que le renom des Thessaliens est mérité. Oreste saisit dans ses mains le couteau dorien à la lame bien battue, rejette de ses épaules son élégant manteau de voyage, et n'admettant que Pylade à l'aider dans sa tâche, il écarte les serviteurs. Il tient par la patte l'animal et tendant la main, met à nu les chairs luisantes. Donc il écorche l'animal. Il lui faut pour enlever la peau moins de temps qu'à un coureur pour finir par 2 fois le double parcours du stade hippique. Alors, il ouvre les flancs. Hégiste prend dans ses mains les parties sacrées, hiera, et les observe. Un lobe manque aux viscères, splankna. La veine porte et les vaisseaux voisins de la vésicule biliaire montrent à ses regards des saillies funestes. Hégiste s'assombrit et il y a un échange entre Oreste et Hégiste sur lequel je passe. Et puis, allons, dit Oreste en l'exhortant à sortir de son effroi, afin que nous puissions nous régaler de la fraîchure qu'on m'apporte au lieu de la lame dorienne, un couperet de phthie, je fendrai le thorax. L'ayant saisi, il coupe. Hégiste prend les viscères. Donc il y avait eu une observation déjà du foie, notamment, et de la vésicule biliaire. Puis là, il prend les viscères et les observe, chacun séparément. Pendant qu'il est penché,
Ton frère, se dressant sur la pointe des pieds, le frappe aux vertèbres et lui fracasse le dos. Avec des soubresauts de tout son corps, il se débat, il hurle en agonisant sous le coup meurtrier d'Ustès Fauna. Donc, vous voyez, la mise en scène, le récit plutôt, hein, qui est rapporté est finalement très détaillé. Et donc, chez Échille, on a vu, le meurtre d'Agamemnon et de Cassandre est lié à la démarche sacrificielle prévue à l'autel de Zeus Ctésios. Dans le cadre d'Échille, donc de l'Agamemnon, le détail de la manipulation rituelle n'est pas rapporté, mais le contexte atteste que c'est un tel arrière-plan que le roi et la jeune Troyenne dans ce cadre que la jeune Troyenne et Agamemnon ont été assassinés. Mais on n'a pas ce déploiement, ce luxe de détails. En revanche, donc ici, la description de la scène sacrificielle est déployée jusqu'au moment où le sacrifice du jeune bovin s'interrompt et devient la mise à mort d'Égiste. De sacrificateur, il est devenu la victime. Et donc les paroles du messager projettent sur la scène, j'ai envie de dire la scène mentale des spectateurs, la transformation de l'opération rituelle en meurtre. Le corps agonisant d'Égiste rejoint en fait la carcasse du jeune bovin qui a été égorgé et dont il était en train d'inspecter les viscères. Et donc le message funeste que transportaient finalement, que portaient les anomalies du foie et de la vésicule biliaire s'est traduit sur le champ sous les coups d'Oreste. Et donc, c'est tout l'art évidemment de l'auteur tragique, à l'image du prétendu thessalien compétent dans le dépeçage propre et net d'un bovin, eh bien, à cette image-là vient se superposer celle d'Oreste qui venge la mort de son père en fracassant le dos du meurtrier. Donc le détournement sacrificiel est on ne peut plus radical. Il ne faut pas oublier, et c'est cela qu'amène ce passage, que la ritualité sacrificielle qui est bien intégrée au sein de la culture grecque opère selon des normes de découpe qui sont partagées de la Thessalie au Péloponnèse. C'est ça aussi que dit le texte, le récit. Or, cette ritualité sacrificielle bien ordonnée est interrompue par un geste brutal hors norme qui aboutit à l'agonie d'un être humain. Et ce que dit ce verbe dysthnesko, ça veut dire qu'Égiste meurt mal. C'est un dysfonctionnement. Voyez. Il meurt mal, ce qui est tout le contraire de l'abattage requis pour un animal sacrificiel, qui est précisément la ritualisation de cette mise à mort. Et dans cet épisode, le registre de la Tucia est bien mobilisé. Je reprends les différents passages que je vous ai déjà mis sous les yeux. Donc, Oreste et Pilate sont censés aller sacrifier à Zeus Olympios. Donc, leur démarche est sacrificielle, ce qui est une ironie splendide. Tandis qu'Égiste s'apprête à Boututein, à sacrifier un bovin aux nymphes. Ils vont syntutein, c'est-à-dire sacrifier ensemble, le verbe prenant ici des connotations sinistres, évidemment. Et quant aux manipulations préliminaires que vous avez ici, ces manipulations préparatoires nous sont familières depuis la lecture du chant 3 de l'Odyssée et les apprêts du sacrifice à Athéna. Un récipient pour l'eau, un autre pour le sang, des paniers avec des grains d'orge, où se trouve aussi le couteau. S'ajoutent dans cette scène des chaudrons qui n'apparaissent pas dans d'autres descriptions du sacrifice, où on va faire bouillir la viande, alors que l'épopée mettait l'accent essentiellement sur le rôtissage. Le déroulé des préliminaires est lui aussi familier. Égiste s'empare des grains d'orge, les jette sur les autels en prononçant la prière. Il prend le couteau, coupe quelques poils sur la tête de la bête et les dépose dans le feu. Tout ça nous est familier des descriptions que nous avions vues avant. Il va égorger l'animal, il va confier l'écorchage et le dépeçage à Oreste. Ça se limitait à un vers dans les descriptions sacrificielles chez Homère. Mais, dans ce traitement de la carcasse, il n'est pas question de part pour les nymphes. Le processus s'arrête avant ce prélèvement. Il est tout de même question
hein, je l'ai dit tout à l'heure, de hiéra, de part sacrée. Et ce sont les viscères nobles dont on observe l'apparence et la tenue qui sont désignés sous ce terme. Et c'est évidemment un élément que l'épopée laissait dans l'ombre. Alors certains ont dit, oui, bon, ben, il n'y avait pas de divination liée au sacrifice avant l'époque classique. Je ne suis pas sûre qu'on puisse en tirer ce genre de conséquences, mais il est clair que ce n'est pas ce dont parle l'épopée. L'épopée met en évidence les parts sacrées. Ici, ce qui est central, c'est évidemment les signes funestes qui annoncent en fait la mort d'Égiste et celle de Clytemnestre. Donc, on a des hiéras, mais ce ne sont pas les mêmes hiéras que dans l'épopée. Donc, cette divination qui est liée au sacrifice permet en fait de percevoir les intentions des dieux. Et on voit se dessiner donc toute une série d'éléments que je viens de récapituler, si je mets à part la question de la divination. On voit se dessiner toute une série d'éléments qui évoquent ce que les vers d'Homère exprimaient aussi de l'opération sacrificielle à 4 siècles de distance. Mais la continuité en ces matières ne tient pas seulement au poids du modèle épique sur ces auteurs tragiques. Ce sont en fait des manipulations qui sont familières aux spectateurs de la tragédie, dont ils perçoivent l'écho dans le discours du messager. Mais, encore une fois, il y a des tournements. Au moment où il faudrait prélever les parts de l'animal, Égiste est assassiné. Le sacrifice aux nymphes n'aura pas lieu, en fait, fondamentalement, puisque la part des dieux ne sera pas brûlée à l'autel. Et le meurtre de Clytemnestre qui va suivre passe lui aussi par une démarche sacrificielle, mais purement virtuelle cette fois. Vous vous en souvenez peut-être, Électre a en fait attiré sa mère dans sa pauvre masure aux marges du territoire pour offrir les sacrifices d'usage après une naissance. Elle s'est inventée un accouchement et un enfant. Or, souvenez-vous, quand le vieil homme informe Oreste qu'Égiste est en train de faire un sacrifice, il précise que c'est un sacrifice aux nymphes, et Oreste s'enquiert de l'occasion pour le soin des enfants ou en vue d'une naissance. Les nymphes ont en effet un profil chourotrophique. Je reprends le terme que j'avais utilisé à la suite d'Hésiode pour Hécate. Elles protègent notamment les enfants, les jeunes enfants, le contexte de la trophie, mais aussi les lignages. Et ça, pour ces questions, je ne vais pas revenir en détail, je vous renvoie au cours 5 et 6 que j'avais donné en 2020 sur les nymphes. Donc, il y a là effectivement un faisceau d'éléments. On voit bien qu'en sacrifiant aux nymphes, c'est son propre ancrage familial dans le palais d'Agamemnon avec Clytemnestre qu'Égiste veut favoriser. Donc, le jeu de miroir n'est sans doute pas fortuit entre le sacrifice nommément offert à des divinités que spontanément on va associer aux soins des enfants et aux naissances, et le sacrifice au prétexte duquel Électre attire sa mère dans un piège. Alors, du côté de Clytemnestre et d'Électre, les dieux ne sont pas nommés, les dieux destinataires. C'est un sacrifice de naissance, mais l'arrière-plan cultuel familier aux spectateurs de la tragédie pouvait les associer à la figure des nymphes, tout juste convoquées comme cadre du meurtre d'Égiste. Voyons les textes. Donc, Électre dit à sa mère qui vient d'arriver, « Tu as appris, je pense, que je viens d'accoucher. Veux-tu bien offrir à ma place, car j'ignore les rites, le sacrifice d'usage » vous voyez le registre du Tuain, là, pour la 10e lune du nouveau-né. Je manque d'expérience, n'ayant pas encore eu d'enfant. Clytemnestre précise alors, écoute, ça doit être celle qui t'a accouché qui fait ça. C'est la tradition. Mais Électre dit, mais non, je suis trop pauvre, j'ai pas d'amis, j'ai accouché toute seule. Alors sa mère enchaîne. Eh bien, dit-elle, je vais entrer et offrir aux dieux. Vous voyez, il n'y a pas d'identification précise. Je vais offrir aux dieux, Théotie,
mais toujours donc le registre du Tuain. Je vais offrir aux dieux le sacrifice prescrit pour une naissance quand le nombre des jours est accompli. Après t'avoir rendu ce service, j'irai au champ où mon mari sacrifie aux nymphes. Donc la référence, elle est injectée dans ce discours aussi avec le Tuepolein. Vous, serviteurs, donc elle s'adresse maintenant à ceux qui l'accompagnent, emmenez mon attelage à l'écurie devant leur atelier, mais aussitôt passé le temps qui vous paraît nécessaire à mon sacrifice, Tusia, vous devrez être ici, il me faut aussi complaire à mon époux. Donc ça veut dire qu'ils doivent fondamentalement offrir ce sacrifice aux nymphes ensemble, ce qui conforte cette image à la fois du lignage et de cette volonté de s'enraciner dans ce qui est fondamentalement le palais d'Agamemnon. Parce qu'on sait depuis le début de la tragédie qu'Égiste et Clytemnestre ont des enfants. Alors, Électre dit à sa mère, « Entre dans ma pauvre maison et prends garde de noircir ta robe sous la voûte enfumée. Tu vas faire brûler pour les dieux, tu haines, à nouveau. Tu vas faire... » Alors, les dieux, c'est ici des daimonos, mais vous savez depuis mes cours sur le sujet que ça peut être parfaitement synonyme, et c'est le cas ici de théos, pas de théoi. Et donc... Oui, je continue la lecture. Donc, tu vas faire brûler pour les dieux des offrandes sacrificielles, tu es, qu'ils réclament. Alors, Clytemnestre entre, et Électre continue, pour le public. La corbeille est préparée, il est aiguisé le couteau, et on retrouve Sphagis, comme dans le passage précédent, qui a abattu le taureau près duquel tu tomberas frappé. En fait, on le sait depuis quelques vers, le corps d'Égiste a été amené dans la maison par Oreste et Pylade. Et donc c'est bien à côté de son amant que la reine sera immolée. Alors la référence à la corbeille est métaphorique ici, car contrairement au sacrifice qu'Égiste était en train d'accomplir au moment où il a été tué, le rituel grâce auquel Électre attire sa mère dans la maison est évidemment à l'heure. Il n'y a rien qui est préparé si ce n'est le couteau. Mais la corbeille du sacrifice est notamment le lieu où se trouve le couteau. Donc on voit bien que c'est sur ce point que joue le monologue. Et ce couteau, lui, n'a rien de métaphorique. À l'image du jeune bovin égorgé pour les nymphes, Égiste devient un taureau abattu. Et dans son cas, le registre du Tuain n'est pas évoqué. Vous voyez ici qui a abattu le taureau, c'est Katairein. Donc on n'a pas de référence au registre du sacrifice. Donc, que ce soit la mise à mort d'Agamemnon et de Cassandre chez Échille, ou celle d'Égiste et de Clytemnestre chez Euripide, c'est à chaque fois un sacrifice en tant que dispositif social, en contexte domestique, qui sert de cadre au meurtre. On a l'autel de Zeus-Ctésios dans le cas de l'Agamemnon. On a les divinités chorotrophiques protectrices du lignage dans l'Électre. Alors, certes, aucun animal n'est prévu pour le sacrifice de naissance, dans la mesure où le terme, vous voyez, c'est ici tué, on a vu cela à propos des substances, des fumigations dans l'épopée homérique, ce sont des substances à brûler qui servaient dans l'Iliade à attirer l'attention des dieux sous forme donc de ces fumigations. Mais le détail, je dirais, de tout cela a peu d'importance. Vous avez une mobilisation massive aussi du registre de la Tucia. Alors, je vous avais annoncé 3 temps. J'arrive maintenant au 3e temps. Nous quittons cette fois la malheureuse lignée des Atrides pour en trouver une non moins malheureuse, à savoir celle des Labdacides avec l'Antigone de Sophocle. Alors la pièce est justement célèbre et permet d'ouvrir beaucoup de portes pour aborder la culture grecque. C'est évidemment de sacrifice qui sera question dans mon propos, c'est-à-dire un angle d'attaque qui est généralement peu étudié, peu usité quand on parle de l'Antigone. Il y a tellement d'autres choses à dire. Alors, la tragédie est déjà bien avancée quand survient l'épisode qui m'intéresse et dont je veux vous parler. L'opposition de Créon et d'Antigone est consommée.
La jeune femme a été condamnée pour avoir tenté d'ensevelir son frère Polynice, le cadavre en tout cas de son frère Polynice. C'est alors que Tirésias, le devin aveugle, fait son entrée guidé par un enfant. Il est rempli de crainte parce qu'il a eu toute une série de présages absolument affolants et il veut partager son inquiétude avec Créon, donc, qui est le régent de Thèbes, de la cité de Thèbes. Il explique qu'il se tenait sur un lieu d'observation du vol des oiseaux, puisque c'est un devin, bon, ça fait partie des outils de sa pratique. Et il a entendu des cris d'oiseaux en fureur, et en fait, les cris lui ont fait comprendre que les oiseaux étaient en train de s'entretuer. Le présage est évidemment tout à fait funeste, et Tirésias entreprend aussitôt de sacrifier, ce qui, je l'ai souvent répété, est évidemment une des manières de construire rituellement un pont avec la sphère divine, donc de créer un contact. Là encore, le texte est un peu long, un peu moins long pour les lecteurs, mais mérite qu'on le lise dans sa totalité. Donc, on a Tirésias en scène avec le garçon qui l'accompagne et Créon, auquel il explique ce qui s'est passé quand il a essayé d'approfondir ce que le présage des oiseaux lui avait laissé pressentir. Aussitôt pris de crainte, dit-il, donc après l'histoire des oiseaux, je tentais de mettre des offrandes à la flamme. Il fait des empuras sur des autels ardents, mais des offrandes sacrificielles, Héphaïstos, donc la flamme, ne s'élevait pas clairement. Sur la cendre, en tombant, le gras des cuisses dégoûtait. Il fumait, grésillait. Dans l'air, le fiel s'en allait en vapeur et les os des cuisses restaient à nu, mouillés par la graisse qui les avait couverts. Voilà ce que m'apprenait cet enfant, puisqu'il ne voit pas. Des présages avortés de rites sans aucun signe. Car il est pour moi un guide, comme je le suis pour d'autres. Et ce malheur, la cité, et là il parle à Créon, la cité en souffre par ta faute. Nos hôtels, les foyers sont tout remplis par les oiseaux et par les chiens, des lambeaux de chair arrachés au cadavre du malheureux fils d'Édipe. Aussi les dieux n'accueillent-ils plus de notre part les supplications sacrificielles, ni la flamme qui s'élève des cuisses. Aucun oiseau ne fait plus entendre de cris de bon augure, au lieu de ça, ils s'entretuent. Ils sont repus de graisse, de sang humain, songe à cela, mon fils. Donc, Tirésias, je l'ai dit, est un devin, et il place l'accent sur les signes que sont censés délivrer les sacrifices. Ce sont des empuras, mais vous voyez que tout, et j'ai mis en évidence les tumata, là vous avez les méria, les méroi. Là aussi, vous avez l'adjectif fondé sur le lexique du Tuain. Là encore, vous avez les mériens. Donc, on est dans le cadre, je dirais, que nous connaissons bien depuis notre lecture d'Homère, de la combustion des cuisses à l'autel, c'est-à-dire la part des dieux qui doit créer un contact et permettre l'interaction. Alors, rien d'autre n'est dit des animaux concernés par l'opération que la référence à leur méria, méroi, et à la graisse qui les enveloppe, et à la vésicule biliaire, dont on voit ici qu'elle pouvait être ajoutée à l'autel. Vous remarquez aussi que l'évocation de Tirésias ne fait référence à aucun dieu en particulier. Ce sont les théoi, au pluriel. C'est le processus de contact avec la sphère divine dans son ensemble qui est entravé par la décision de Créon de ne pas enterrer Polynice. C'est donc tout le contraire de l'image de la part des dieux générant une flamme haute et généreuse que je vous ai montrée il y a quelques leçons. J'aurais pu reprendre la dia. Les expériences de l'archéologie expérimentale de Jack Morton, où je vous avais montré cette flamme droite et fière et très haute qui s'élève quand on brûle des ossements d'animaux entourés de graisse. Donc c'est ça qui est dévoyé dans le cadre du sacrifice dont il est question ici. Le feu ne prend pas. Et toutes les offrandes à l'autel qui devraient normalement se consumer se comportent de façon aberrante. En d'autres termes, plus rien ne passe entre la cité et ses dieux, le dispositif est inopérant.
Donc vous voyez que c'est une autre manière de jouer sur le processus sacrificiel dans le cadre de l'intrigue tragique. Alors, si l'on considère sérieusement ce que je vous invite à faire, la Grèce antique en tant que culture sacrifiante, l'évocation par Tirésias du sacrifice divinatoire, qui échoue lamentablement, n'est pas une vague métaphore, mais la traduction concrète et saisissante de l'échec de Créon, qui est sur le point de perdre son fils, sa femme, et qui a déjà perdu Antigone, même s'il ne le sait pas encore. Alors, on l'a vu jusqu'ici, le sacrifice de Clytemnestre au zeus Ctésios chez Échille, le sacrifice d'Égiste aux nymphes et le sacrifice de naissance par Clytemnestre chez Euripide devaient résonner dans le référentiel rituel des spectateurs, tout en étant subvertis par la logique de la mise à mort d'un être humain et plus grave encore, celle d'un parent, pour le cas d'Agamemnon et d'Égiste, enfin Agamemnon et Cassandre et Égiste et Clytemnestre. Le sacrifice de Tirésias, quant à lui, pousse dans ses derniers retranchements l'hypothèse de l'échec qui sous-tend n'importe quel processus sacrificiel en tant que dispositif de contact entre les hommes et les dieux. Le blocage rituel dont témoigne le sacrifice avorté et dépourvu de signes et la coupure de la ligne, si vous me permettez cette image, ou pour être moderne, je vais plutôt dire l'absence de réseau. Alors, dans notre lecture de l'épopée, j'ai plusieurs fois attiré votre attention sur le refus d'une divinité d'accepter une offrande. Souvenez-vous au chant 6 de l'Iliade, quand les Troyennes vont au temple d'Athéna pour supplier la déesse de les protéger, la déesse fait non. On a aussi le cas d'Agamemnon qui prie Zeus, oui, effectivement, 3 tomberas, mais pas tout de suite. Et Ulysse, c'est inutile de sacrifier à Poséidon, il ne lui permettra pas de rentrer. Enfin, en tout cas, ce n'est pas lui qui lui permettra de rentrer. Dans ces cas, le contact est là, c'est-à-dire que la démarche sacrificielle crée le contact, mais la faveur divine ne suit pas. Dans le passage d'Antigone que vous avez toujours sous les yeux, c'est le processus lui-même qui avorte, rendant d'autant plus manifeste la colère du monde divin dans son ensemble, les théoi, face à ce qui se passe dans la Thèbes des Labdacides. Bien, il est temps de conclure cette incursion dans la tragédie, brève incursion. Les sacrifices qui s'y déroulent sont assurément anxiogènes et déstabilisants. Même quand ils semblent correspondre à la norme, et c'est ce dont je viens de vous parler dans l'heure qui vient de s'écouler, comme les offrandes d'action de grâce de Clytemnestre, qu'elle multiplie sur les autels de la cité, eh bien, dans le cas de Clytemnestre, la démesure de la démarche est le signe avant-coureur d'une autre démesure. Que l'offrande soit un être humain, que le sacrifice animal dégénère en meurtre, ou se montre incapable, comme ici, d'accomplir sa fonction essentielle, à savoir entrer en contact avec les dieux, dans tous les cas, les auteurs tragiques ont fait de l'immolation ritualisée un outil particulièrement efficace et puissant pour nourrir leurs intrigues. Dans les pièces auxquelles je me suis arrêtée, l'omniprésence du registre du sphatzein et donc de l'égorgement avec l'effusion de sang qu'il implique est significative d'une focalisation sur le geste de la mise à mort. Mais vous remarquez qu'ici, ce n'est pas la focalisation. Donc on voit bien qu'il y a, c'est un couteau suisse, si vous voulez, le sacrifice. On peut jouer sur toute une série d'éléments au profit de l'intrigue que l'on veut servir. Mais il y a quand même, globalement, une focalisation sur le geste de la mise à mort. Alors, c'est un biais narratif qui est évident. Et il faut évidemment se garder de généraliser ce biais narratif à la compréhension du sacrifice grec comme tel, comme cela a parfois été fait. Les rituels pratiqués dans les cités, rituels dont je vous parlerai
l'année prochaine, n'était pas spécialement source d'anxiété face à la mise à mort des animaux domestiques concernés. Néanmoins, il ne faudrait pas, par une sorte d'effet de balancier, vous savez, le balancier, c'est-à-dire quand ça part trop loin d'un côté, ça risque d'aller trop loin de l'autre. Et donc on a beaucoup parlé de l'anxiété, du sacrifice, la comédie de l'innocence, l'occultation de la violence, etc. Bon, on en est revenu. Mais il ne faudrait pas, par une sorte d'effet de balancier, nier le fait que le sacrifice animal consiste à ôter la vie à un vivant animé proche des hommes. Et ce que la tragédie met en exergue, en brouillant les frontières entre le lexique du sacrifice et celui du meurtre, le rituel lui-même a pour fonction de l'encadrer précisément, en faisant du sacrifice un dispositif social structurant et un artefact culturel inspirant. Le cas des bouffonies dont j'ai parlé précédemment, mais s'il ne faut pas non plus en généraliser la portée outre mesure, atteste néanmoins que le rituel a cette fonction d'intégration de la mise à mort d'un animal proche des humains dans un cadre collectivement assumé. C'était le cas, je vous avais montré dans les passages de Porphyre probablement fondés sur Théophraste, cette notion du collectif prenant en charge. Donc c'est vraiment un dispositif social. Donc, un cadre collectivement assumé, socialement acceptable et culturellement signifiant. La preuve, c'est la manière dont la tragédie s'approprie cet artefact culturel. Alors, nous approfondirons tout cela l'an prochain, si vous êtes encore prêts à me suivre dans cette démarche. Merci beaucoup.